1977. Conférence arabo-africaine au sommet au Caire. Mars 1977, des troupes venues d'Angola pénètrent aux Zaïre, envahissent la province du Chaba et menacent de marcher sur Kinshasa. Brazzaville. Marianne Gwabi, président de la République populaire du Congo, est assassiné par un commando militaire. Le colonel Yombi Opango lui succède au pouvoir. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sa voix qui savait allier à la fois solennité et familiarité en même temps. J'entends encore sa voix qui servait une esthétique particulière du verbe, parce que c'était un esthète du verbe qui cherchait toujours le mot approprié qui aurait le plus d'effet ou la tournure magique qui aurait le plus d'impact. Je voudrais que vous appréciez cette voix, cette diction, mais c'est... Donc Henri, c'était la voix. Ah oui, Henri, c'était d'abord la voix. Tout en Henri Bandolo respirait le beau. C'est pas parce que c'est mon papa, mais... Pas effacer les souvenirs de sa trajectoire exceptionnelle. Dans le cercle familial, comme dans la mêlée de ses collègues et admirateurs, sa voix, sa plume et ses traces sont demeurées fraîches. Dans son domicile, à Yaoundé, Carole Sauval, sa fille aînée, est encore envahie par la présence absente de son héros. Des images sur la vie de son géniteur se bousculent dans son carnet mental, celles notamment des belles phrases du journaliste, architecte des mots. Il y a des petites choses comme ça dans ma vie qui me rappellent constamment mon père, des phrases, des expressions qu'il avait en français je me rappelle que quand on était jeune fille, à peine tu avais tracé un peu de noir sur tes sourcils ou bien un trait de eyeliner, il te stoppait net, il dit où est-ce que tu vas comme ça, comme une voiture, maquillée comme une voiture volée. Alors il avait vraiment des expressions tellement typiques de la langue française que j'avais du mal des fois à me dire mais c'est un Camerounais, c'est un Africain, mais pourquoi il parle autant cette langue avec acuité, avec précision? Et donc, en regardant des films français, forcément, quand j'entends ces expressions-là, ça me renvoie à papa. Une carrière flamboyante, déroulée sous forme de séquences dans l'un de ses albums, du reste bien conservé. Les photos d'albums racontent sa vie de journaliste globe-trotteur qui
qui a fait un peu tous les continents, interviewant par-ci, par-là des personnalités. Il a interviewé pas mal de présidents. On commence par notre président Paul Biya. Il y avait une photo aussi de l'ancien président du Cameroun, Ahidjo. On a une photo avec le président de la France, Giscard d'Estaing. Il était allé à l'Élysée, interviewé aussi, même François Mitterrand. Là, j'ai aussi une photo d'une interview avec l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. On a une photo où il reçoit le président Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale en visite au Cameroun. Carole sait que la trajectoire de son père est frappée du sceau de la singularité. Son père, André Ngangué, était aussi journaliste à Radio Douala. Donc ça fait que quelque part il y avait un challenge à relever. Il avait certainement quelque chose de particulier parce qu'il est né d'une mère qui a fait 2 ministres. Vous savez que sa sœur, sa petite sœur est devenue aussi ministre, Madame Bombak. Donc c'était une femme exceptionnelle, sa maman, puisque Henri aura été ministre et bien plus tard, sa petite sœur, Madame Bombak, deviendra aussi ministre. On peut dire qu'il y avait dans cette lignée quelque chose d'exceptionnel. Reprenons les choses au commencement, au tout début de son contact avec le journalisme. Une passion née dans l'adolescence, passion qu'il va concrétiser tout juste après l'obtention du BEPC. La rencontre avec lui, c'est le 6 novembre 1963. C'est-à-dire que les résultats du test de sélection pour les animateurs d'écran sonore viennent d'être publiés, rendus publics. Et nous sommes parmi les choisis. Et nous avons 3 mois d'imprégnation avant de passer à l'antenne. 3 mois d'imprégnation, c'est-à-dire de travaux pratiques, comme on dit. On était 6 à être admis à ces tests. C'était la première promotion nationale de ceux qui allaient animer à la radio. C'est nous, parce que les gens l'oublient. Il faisait déjà partie d'un groupe qui évoluait autour de moi, qui était à l'époque animateur à la radio. Et dans ce groupe-là, vous aviez des gens comme Jos Blaise Alima, des gens comme le chanteur Kamdem, qui avait connu Henri Bandolo ailleurs. Donc quand Henri arrive à la radio, recruté par les mécanismes de l'époque dont je n'ai pas le détail, il me trouve en place. Je dirigeais un service des programmes et on me le présente comme quelqu'un que je dois accompagner dans son évolution dans notre métier. 6 personnes impatientes d'apprendre le métier sont aussitôt prises en main par des mentors. Premier exercice. Pendant 6 mois, on a appris à donner l'heure. La manière de donner l'heure le matin n'est pas celle qu'on donne à mi-journée, encore moins le soir. On donne rarement l'heure le soir. Mais le matin, c'est continu, c'est permanent, l'heure. On les mettait à l'essai les uns et les autres et ils commençaient effectivement par donner l'heure, ensuite par annoncer les émissions qui allaient suivre. C'était des speakers. C'était un monsieur, à ma connaissance, très ouvert, très disponible. Bon, il évolue assez rapidement. Il écoute tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait et il s'inquiète de savoir s'il l'a bien fait. Donc, on lui répondait très rapidement, très facilement. La manière de
présenter une émission, la manière de faire un journal, la manière d'interviewer quelqu'un. Donc il vous écoutait, parfois il prenait des notes, et puis le lendemain ou quelques jours après, il était capable de faire ce que vous lui aviez demandé de faire. Les choses vont aller très rapidement, d'autant que le jeune Bandolo assimile facilement les leçons. Il a commencé par des émissions de variété. Après avoir dealer pendant un certain temps, nous avons fait de lui quelqu'un qui pouvait présenter des émissions de variété. Et dans ce cadre-là, nous avons créé un certain nombre... Enfin, il a eu parmi les choses que nous venions de créer 2 émissions qu'il devait animer. Une qui était une émission de variété, où il présentait des chanteurs, parfois des acteurs de théâtre, et une autre qui était aussi une émission de variété et qui s'appelait Dominique, et dans laquelle il disait un peu, il parlait un peu de tout ce qui se passait autour de lui dans la ville de Yaoundé. C'était une émission à la fois satirique, où il critiquait un peu les mœurs de la société, les comportements d'un certain nombre d'agents publics, mais aussi où il faisait l'apologie de ceux qui, d'après lui, fonctionnaient bien dans l'État ou dans la société. Il croquait les personnalités les plus illustres comme les moins illustres. Il s'était mis à dos le délégué du gouvernement de l'époque, qui était le maire de Yaoundé, en critiquant le mauvais ramassage des ordures dans la ville, le mauvais état de quelques rues et tout ça. Ce qui fait que il n'était pas très aimé de ces autorités-là. Ah oui. Comme critique, il en avait là. Je vais vous faire une confidence. La route derrière Maïmala, en allant vers les bâtiments du ministère de l'Éducation, estampillé Henri Bandolo, à travers son émission Dominique, qui est devenue un rendez-vous qu'on ne devait pas manquer les dimanches. À l'époque, c'était encore le parti unique. Et M. Bandolo critiquait le système en place. Je ne sais pas si vous vous imaginez qu'à cette époque du parti unique, qu'un journaliste monte sur les antennes de la radio nationale, critique les ministres, critique les délégués du gouvernement, critique tout le monde, mais avec une certaine finesse. Il n'insultait pas, mais c'était quand même osé. C'est le générique de Dominique qui m'intéressait parce que moi je n'avais pas, j'étais pas encore là à l'époque où il faisait cette émission. Premier essai et coup de maître. Cette évolution fut particulièrement sensible en 1977 et elle risque d'être pour les prochaines années un facteur déterminant dans la vie politique des États africains et constituer peut-être un élément capital dans les relations internationales. L'on découvre une voix qui en impose. J'entre en contact avec Henri Bandolo par sa voix. Nous sommes le 30 juin 1975 et dans l'histoire nationale du pays, c'est le jour où un certain Paul Biya est nommé Premier ministre. Et à l'antenne, ce jour-là, il y a Francis Emmanuel Sitwok. Moi, je suis, je crois, en seconde, effectivement. Et Francis Emmanuel Sitwok, qui est l'animateur du jour, passe une musique, vous qui êtes un excellent, avec votre fibre musicale, il passait Take 5. Et il dit, nous attendons d'importants textes de la présidence de la République, le journal dans un instant. Il passe à répétition. Et finalement, une voix sort de nulle part. Parce qu'en plus, jeune élève, vous imaginez, j'étais très impressionné. Il faut dire que mon grand frère, chez qui j'étais, écoutait beaucoup la radio. D'une certaine manière, c'est lui qui m'a
amené vers la radio. Il avait une écoute tellement assidue de la Voix de l'Amérique. Ça commençait toujours très tôt le matin, autour de 5h15, parce qu'il faut dire qu'il commençait à travailler à 6h30. Et donc, Francis Emmanuel Citoire, le moment venu, dit, voici Henri Bandolo. Et il arrive avec ses importants décrets. Et je découvre une voix de stentor, avec une prestance extraordinaire. Et je deviens donc un fidèle de la radio et de l'écoute de Henri Bandolo. C'était la plume, mais c'était aussi et surtout la voix, la maîtrise du verbe et de l'expression. Ça coulait. On buvait du petit lait quand on suivait Henri Bandolo, soit la présentation du journal, soit la présentation d'une émission de variété. Daniel Zokamba et Joseph Titari devenaient des enfants, mais surtout quand on écoutait le commentaire de l'actualité d'Henri Bandolo à 22h. On ne se couchait pas. J'entends encore sa voix qui servait une esthétique particulière du verbe, parce que c'était un esthète du verbe qui cherchait toujours le mot approprié qui aurait le plus d'effet ou la tournure magique qui aurait le plus d'impact. Ce n'était pas un phraseur au sens de quelqu'un qui est grandiloquent, qui cherche le style affecté, mais il avait un style extrêmement soigné, aussi bien quand il parlait que quand il écrivait. Sa voix qui savait allier à la fois solennité et familiarité en même temps. Vous savez, je vais vous surprendre. Les gens pensaient qu'on nous a recrutés parce que nous avions de belles voix. Non. Les tests que nous avons subis ne se limitaient pas seulement aux essais de voix. Il y avait plus. C'était pas la voix, mais c'était l'autorité à travers la voix. Dès lors, rien ne va l'arrêter. D'animateur d'écran sonore, il gravit les échelons jusqu'au prestigieux poste de rédacteur en chef. Un rec-chef à l'humilité déconcertante. Monsieur Henri Bandolo nous avait accueillis comme stagiaires. Il était rédacteur en chef. Nous étions à l'école de journalisme. C'est-à-dire Joseph Marcel Ndi, Blaise Moussa, Antoine Lobé et moi, Chou Fontaine. Nous étions Patrice Niano. Nous étions nombreux, la première promotion, à venir faire le stage à la radiodiffusion. Il était rédacteur en chef. Et il nous a très bien accueillis. De par la force des choses et de par la volonté de Dieu, nous sommes sortis de l'école. Nous sommes revenus comme agents. Nous avons été affectés à la salle de rédaction. L'humilité. Monsieur Henri Bandolo, tout rédacteur en chef qu'il était, ne présentait jamais un papier sans que nous l'ayons lu, nous, ses collaborateurs. Que ce soit un papier du journal, un commentaire du journal, ou alors une émission. Tout était écrit et il nous faisait lire. Nous corrigions, nous, jeunes journalistes qui venons d'arriver, les papiers de M. Henri Bandolo. Le rédacteur met de l'art et de la rigueur pour préparer sa prise d'antenne. C'est le style Bandolo. Il était d'une culture, excusez-moi le terme, démentielle. C'était un homme accompli qui se laissait rarement kidnapper par le jugement d'autrui ou par la critique de l'autre. Souvent, il me faisait lire ses articles pour que je corrige et pour que je lui donne mon avis. Et il me disait quelque chose de très pertinent qui aujourd'hui manque. À Radio Cameroun, dans les années 60 et 70, on coulisse entre la rédaction et les programmes. Dans cet exercice, Henri Bandolo se montre polyvalent et compétent. Un talent qui fait soupirer d'aise ses collaborateurs. Au nombre de ceux-là, des voix féminines qu'il appelle bien les gazelles. Pour les besoins de la production, nous avons fait revenir à l'audiothèque du poste national de la CRTV Anne-Mat Voto et Thérèse Belobo. Alors, on prenait la morse, j'espère que je vais me souvenir. On faisait ça, et on passait là.
fallait donc d'abord caler l'amorce. Voilà. Waouh! Thérèse! Ouais! Thérèse! Oui, Thérèse! Oh mon bon vieux temps. Temps. Sauf qu'on a pris quelques... Ah, on a pris des rides, moi j'ai pris des kilos. Elle n'a rien pris du tout. Rien pris du tout. Le Togo, accusé en début d'année par le gouvernement béninois de complicité dans la tentative d'invasion du Bénin, le Togo s'est lui-même plaint d'un complot Henri, à l'extérieur de ses frontières. écoutez, la voix. Visant à assassiner le général Eyadema. 77. 70, c'est l'année où je suis recrutée à la radio. Ça veut dire que Henri était déjà là, que je l'écoutais déjà adolescente à la maison. Mais je voudrais que vous appréciez cette voix, cette diction, mais c'est... Donc Henri, c'était la voix. Ah oui, Henri, c'était d'abord la voix. Thérèse Belobo arrive à la radio en 1975. Anouad Voto, quant à elle, débarque en 1977 dans le service des programmes confié à Henri Bandolo. L'atmosphère est faite de gaieté mêlée de rigueur. Il était d'abord chef de service de l'animation, donc il était notre patron. Je crois que c'est Lucien Mamba qui était son adjoint, chef de service adjoint. Donc on est dans la grande salle des animateurs là-bas, avec les Denise Ayingono, les Francine Gobata, les Thérèse Belobo, Hélène Chikanda, Marthe Bilunga, Thérèse Francine Bamier, j'en oublie certainement les hommes. Vous aviez effectivement Daniel Zokambassa. Il y en a qui sont arrivés, qui sont sortis pourtant de l'ECJ, mais qui avaient été séduits par la façon de manager les collaborateurs de Henri Bandolo et qui ont décidé de venir faire de l'animation. Je pense à Canelon, je pense à Michel Essan. Ça, c'est des journalistes sortis de l'école de l'ECJ et qui avaient décidé comme ça de venir faire de l'animation, alors qu'à l'époque, on disait que l'animation, c'était pour des gens qui n'avaient pas été formés, ainsi de suite. Il se tient à la fenêtre qui donne, la fenêtre de la salle de rédaction qui donne sur l'actuel supermarché Carrefour. C'était à l'époque vraiment le quartier briqueterie. Et il dit, je voudrais, quand vous vous adressez aux auditeurs, que vous regardiez là, derrière. Est-ce que la femme à la brique, qui lave son linge, qui prépare son repas, ou qui vend, ou le petit vendeur de cigarettes à la briqueterie, là, comprend ce que vous dites? Tout en ayant un langage soutenu, en français soutenu, je voudrais que vous parliez d'abord à cette femme, à ce jeune homme. C'était d'abord un monsieur très rigoureux. Avec lui, nous avons retenu cette phrase, la meilleure improvisation est écrite. Avec Henri, on n'allait pas à l'antenne si on n'avait pas tout écrit. Il nous faisait, si je devais passer à l'antenne demain matin, avant 18h, je devais lui présenter mon conducteur. Et dans ce conducteur, vous aviez les musiques sélectionnées, les petits textes que vous alliez dire. Il nous faisait marquer jusqu'à l'heure. Le chef a même un côté père social. Nous restons ses filles. Nous restons ses filles parce qu'à l'époque où il est notre chef de service des programmes, après nous avoir dirigé d'une main de fer dans la journée, quand il fallait rentrer le soir, il avait une petite voiture rouge que nous appelions taxi rouge. Alors, quand il démarrait sa voiture, si vous étiez à la sortie de la radio, vous diriez taxi, taxi, et il vous amenait en disant bon, et puis vous disiez à la fin, on paye combien, chef? On vous paye combien? Ça l'amusait aussi. Henri, il débarquait chez toi, il fallait qu'il sache toutes nos maisons, il fallait qu'il ait les plans de tous nos logements, de toutes nos maisons.
Et il passait à l'improviste et il ne vous disait pas je vais passer chez toi tel jour à telle heure. Non, il arrivait seulement comme ça, avec une petite bouteille, et puis venez voir si ça va, quel est votre environnement. Le séjour à la radio va être interrompu par le fait d'une nomination dans la province de l'Est. Henri Bandolo est nommé délégué provincial de l'information et de la culture. Il va donc s'éloigner du micro à l'insu de son plein gré. Voilà Bandolo qui quitte la scène. Comme si on lui arrachait, à un professeur ou à un maître sacré son tableau. Et à un professeur sa chair. On va le confiner, le mot n'est pas fort, hein, vraiment. On va le confiner dans un rôle pour lequel il n'était pas destiné. Être délégué. Délégué, c'est quoi? Assurer la coordination des services embryonnaires à l'Est. Là, il va s'y mettre. L'escale de Berthois aura tout l'air d'un détour avant l'ascension professionnelle. Ce passage va être un déclic. Le simple homme de radio peut-il être un coordonnateur global des services publics? Le déclic est là. Le déclic est là. Le simple homme de radio, le speaker, comment peut-il englober des sujets complexes liés à la coordination des services placés sous son autorité? Le déclic. Fait nouveau, le journaliste va glisser du micro à la plume. Un changement d'échelle un peu soucieux au départ, car à la Société de presse et d'édition du Cameroun, où il évolue désormais, on ne se montre pas très favorable à son arrivée. À ce moment-là, il est directeur adjoint de la SOPECAM. Le décret avait été très précis, avec une assignation particulière en charge du journal Cameroun Tribune. Et pour la petite histoire, il vient de Berthois. Il avait été affecté de manière disciplinaire, on ne va pas raconter toute l'histoire. Et quand il revient à la rédaction radio, c'est lui-même qui me raconte son histoire. Il arrive et évidemment, les gens sont ils ont peur. Il y a tout le mythe qui le précède. Donc, il leur dit, pour les rassurer les uns et les autres, à la rédaction de Cameroun Tribune, écoutez, moi je suis un journaliste de radio, je viens apprendre chez vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Tous ces papiers. D'abord, il commence par ce qu'on appelle dans le métier les chiens écrasés. Tous les faits divers, il se fait fort de les raconter lui-même. Et chaque fois qu'il revient de reportage, il pose sa copie et il appelle les plus jeunes de la salle de rédaction. Lisez, hein, en leur donnant même un stylo rouge, en leur disant, vous pouvez corriger. Hein. Et d'ailleurs, il quitte la salle hein, pour leur laisser l'entière liberté. Vous voyez un peu l'humilité des grands hommes. C'est là où notre trait de caractère de Bandolo va se révéler. Il fait fi de cet environnement méfiant, hostile, avec ou sans guillemets, et se met en se mettant au travail. En se mettant au travail. On découvre que l'homme de radio est un très grand éditorialiste. Ce n'est plus la voix qui est distillée avec autorité, la plume, qui est rendue avec conviction et qui convainc. Je ne m'y attendais pas. J'étais comme les autres, un peu perplexe. Mais ce journaliste radio qui vient à la presse écrite, comment ça va se passer? Mais je puis vous dire qu'en un temps de mouvement, Bandolo a avalé toutes les petites techniques de la presse écrite. Et quand il s'est mis, c'était tout simplement succulent. Ah oui. L'épreuve de l'accueil passé, Henri Bandolo se construit une signature, HB, et il tient le haut de l'affiche.
Ce n'était pas un diplômé au sens pratique, mais il était d'une culture. Alors, je crois que c'est le paradoxe d'un self-made man, quelqu'un qui s'est formé par lui-même. Il n'a pas de diplôme au sens scolaire, mais il a eu le temps de se faire, de se cultiver, parce qu'il était imbattable de ce point de vue. Et moi, je l'ai vu écrire. Il va même devenir, à son tour, mentor de jeunes journalistes. Le premier contact physique, c'est quand, 3 ans plus tard, j'entre à l'école de journalisme, on est en 1978, avec certains noms que vous connaissez sans doute, Alain Bélibi, Denise Epoté, Michel Chokabanda, Dabo Moussa, Thomas Babi Koussana, et bien d'autres. Henri Bandolo fait partie de nos encadreurs. Et nous l'attendons souvent comme... Or, on avait une telle admiration pour lui, on se tenait tous sur le perron de l'école de journalisme, les CG à l'époque, en attendant que sa voiture arrive. À la prestance que j'avais déjà suivie en 1975, s'ajoutait le charisme de l'homme que je découvrais, et que je découvrais dans l'encadrement, parce qu'il venait nous encadrer vraiment pour nous inculquer la culture des professionnels. Je l'ai écouté tout petit à la radio, et je mesurais l'aura qu'il projetait dans le public, parce que j'étais à Douala à cette époque-là, et la radio émettait de Yaoundé. Ben, je me rendais bien compte que quand son émission passait dimanche en mi-journée, même à Douala, toutes les rues étaient vides, parce que tout le monde écoutait cette émission Dominique. Parce que chaque fois, il m'envoyait un reportage, il partait de son bureau là-bas, et puis nous retrouvait dans la salle de rédaction. J'étais à l'époque au service société. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, il ne s'adressait même pas à mon chef de service qui à l'époque était Patrice Etundimbala. Directement, il venait là où j'étais assis, il regardait. Je ne savais pas qu'il est derrière moi. Il voyait ce que je fais, et puis il dit, oh, monsieur Efemba. Je me retourne, je dis, ah, monsieur le directeur général. Non, vous faites quoi? J'attends aller en reportage. Voilà, je réponds. Il dit, bon, c'est sur quoi? Je répondais, il me disait, non, arrêtez-moi ça. Allez à tel endroit, faites-moi un reportage sur ceci et sur cela, et vous me ramenez ça. Et là, j'étais subjugué. Quand il le disait ça, il repartait dans son bureau, et moi, d'aller voir mon chef pour lui dire, écoutez, chef, il y a le DG qui vient de m'envoyer un reportage à tel endroit, donc si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre pour aller faire le travail que j'avais à faire. Il me dit non, quand c'est lui, il n'y a même pas à discuter, il faut aller faire. Sa plume émerveille. Henri Bandolo illumine les colonnes du grand quotidien national par ses éditoriaux. Est-ce que vous savez que l'éditorial qui est resté célèbre, qu'il publie le 6 novembre au matin, et qui est intitulé « De la scène au trône », le 6 novembre 1982, le jour de la prestation de serment. Il a écrit cet éditorial, m'avait-il confié lui-même dans l'avion entre Douala et Yaoundé. Donc il a écrit quasiment en quoi? Bon, c'était les avions de cette époque, ça faisait encore 45 minutes. Aujourd'hui, on fait 25-30 minutes entre Douala et Yaoundé. Mais c'était encore... Bon, grosso modo, c'était 30 minutes. Mais il faut relire ce texte, De la scène au trône. C'est extraordinaire. Et c'était comme ça tous ces écrits. Ces écrits tenaient lieu de bulletins de météo politique. C'est-à-dire que, évidemment, nous sommes en 84, il n'y a pas la télévision, la radio est évidemment sous contrôle, mais Henri Bandolo a un carnet d'adresses. Il a une surface relationnelle qui lui permet d'entrer en contact quasiment avec qui il veut, puisqu'il accédait facilement au président Ahidjo. Et naturellement, les gens voyaient qu'il avait ce contact facile, y compris au président Ahidjo, lui ouvrait les portes. C'est ce qui lui a permis aussi d'écrire avec tant de brio La Flamme et la Fumée. Sommet de sa production, son maître ouvrage, La Flamme et la Fumée. C'est l'événement éditorial, un coup d'éclat qui émerveille et bouleverse journalistes et politiques. C'est là où je découvre que l'homme est également un homme mystérieux, je dirais même secret. Moi qui suis avec lui matin, midi et soir, je ne sais pas qu'il prend des notes chaque jour. Je connais des relations, son éventail de relations,
d'homme proche du pouvoir. D'homme proche du pouvoir. Je connais l'éventail de ses relations extra-pouvoir. Mais je ne sais pas que lorsqu'on se quitte, ou lorsqu'on n'est pas toujours ensemble, c'est un monsieur qui prend des notes. C'est un monsieur qui observe la scène. J'ignore ce côté. Boum! Dans cette étape délicate et complexe du passage de témoin, le livre, le best-seller, l'ouvrage. Je me rappelle très bien quand il a terminé de rédiger ce livre, il m'a montré la première version. Je l'ai lu toute la nuit, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et le lendemain, je l'ai appelé pour lui faire part de mes observations, ce qu'il a pris avec beaucoup de bienveillance. Lorsque nous avons eu cet échange au lendemain de la lecture de son ouvrage par moi, je lui ai posé un certain nombre de questions, dont celle-ci. Est-ce qu'il vous semble correct, approprié d'étaler ainsi des propos dont vous avez eu connaissance dans un milieu qui baignait dans la confiance réciproque, mutuelle, l'amitié, la famille, etc. Et il m'a dit qu'il y a un moment dans la vie où il faut se déterminer et qu'il avait choisi de se déterminer en livrant ces témoignages-là, que c'était son témoignage. C'est un ouvrage qui a été, j'allais dire, très célèbre, parce que dans cet ouvrage, Henri reprend un peu ce qu'on aurait pu dire aujourd'hui, tous les Congossas du régime, les échanges entre les petits coups bas que les gens se font, les petits mensonges, les petites vérités. Un ouvrage de référence. Je peux vous dire, pour l'avoir interrogé sur cet ouvrage, qu'il m'a raconté. Il m'a raconté toutes ses rencontres, les personnalités qu'il était allé voir, leurs réactions, la parution et les problèmes posés par cet ouvrage. Parce que figurez-vous, cet ouvrage qui a été salué unanimement par la critique est devenu une espèce de boulet que Henri Bandolo traînait. Parce que tout le monde le regardait. Pour évidemment se situer dans ce contexte historique-là. C'était un contexte de restriction des libertés, c'était le parti unique, c'était la suspicion et c'était même l'ère des soupçons, parce que vous dites bien 1984, donc on est en pleine crise de succession. Le président Paul Biya vient d'arriver au pouvoir, on croyait que les choses se passaient très bien le 4 novembre, et puis les choses se sont dégradées, comme vous savez, on est entré dans une crise de succession qui a culminé donc avec ce coup d'État. Donc il a réuni tous ces faits et il les a rassemblés, il les a racontés dans un livre qu'il faut lire et relire. Gratin supplémentaire, la nomination au poste de ministre de l'Information et de la Culture. C'est une marge de plus que franchit le journaliste, désormais dans la cour des grands. Ministre, ça m'a un peu plus surprise, mais dans le sens pas très agréable. Parce que j'ai connu papa qui aimait beaucoup son métier de journaliste. Et je me rappelle que le jour où le décret est sorti, j'étais la seule qui n'était pas contente. Et puis, bon, il y avait l'effervescence, les gens arrivaient à la maison et tout, et demandaient à le voir parce qu'on venait le féliciter. Et moi, j'étais dans mon coin. Et puis, il s'approche, il dit, mais pourquoi tu es dans ton coin? Je lui dis, moi, ça ne me plaît pas trop que tu sois ministre. Il me regarde, il dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais parce que tu ne vas plus faire ton travail de ministre, de journaliste. C'était un ministre qui avait pratiquement banalisé la chose. Ça veut dire un ministre qui avait presque les portes ouvertes tout le temps, qui recevait tout le monde, qu'il vous connaisse ou pas. Dès qu'on vous annonçait, vous faites l'entrée, on vous amène au salon et 2-3 minutes après, il vous retrouvait, il vous écoutait, il écoutait trop. Et s'il avait des conseils à donner, il vous les donne. Il a voulu mettre la culture en spectacle.
pour que le grand public puisse en jouir. Ce n'était plus quelque chose qui était dans les amphithéâtres, dans les écrits pleins d'érudition, ou dans les journaux, dans les colloques, ou les revues, mais il a voulu vraiment mettre la culture en spectacle pour le grand public. Il a quand même initié une cérémonie de récompense et de reconnaissance des arts, les épis d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On ne va pas juger ses successeurs, mais c'était une époque qui revalorisait la culture et qui avait permis aux artistes de se sentir, j'allais dire, pris en main par les pouvoirs publics, reconnus et pris en main par les pouvoirs publics. Les épis d'or, bon, évidemment, je suis d'autant plus aise pour en parler que j'ai été moi-même distingué, doublement distingué, le jour de ces épis d'or, parce que je suis distingué comme meilleur présentateur du journal télévisé. La télévision n'a que 4 ans d'âge, rappelez-vous, et aussi meilleur reporter, parce que j'ai commencé à faire des reportages, notamment sur l'activité présidentielle. C'était un artiste, comme vous savez, et vraiment, il était de ces hommes qui, en passant, laissent des traces. Et il a laissé, de ce point de vue, comme ministre de la Culture. Je vous invite à relire, je vais peut-être vous en donner une copie, le témoignage que fait de lui Richard Ikokassa Mewane le jour des obsèques. Il le décrit comme un chef d'orchestre qui était à l'aise dans toutes les gammes et qui se mettait au milieu pour donner le ton. Et c'est comme ça qu'il a animé son ministère. C'est-à-dire que c'était toujours... Il y avait toujours des idées nouvelles, il y avait toujours des concepts nouveaux pour faire avancer les choses. Pourtant, dans ce contexte difficile. Mais comme il avait sa réputation de grand journaliste, maître de la plume et de la parole qui le précédait, je pense qu'il inspirait non seulement de l'admiration, mais une certaine peur à tout le monde, y compris les autorités qui n'osaient pas toucher à lui, au contraire, qui préféraient l'avoir de leur côté que contre eux. Des craquelures apparaissent dans ce tableau élogieux. C'est que ce personnage, brillant, est tout simplement aussi humain. Henri Bandolo alterne entre les rencontres avec les chefs d'État, dignitaires de haut rang, et les randonnées avinées dans les gargotes et boîtes de nuit. Ses anciens collègues font lecture commune. De ce côté, bon vivant. Il fallait toutes les filles bien mises et les garçons toujours bien habillés. Et oui, et on se rencontrait parce que nous aussi on était des... Donc on se rencontrait en boîte de nuit, dans les cafés, dans les restaurants. Oui. Mais il faisait attention également à ce que vous consommiez. Il fallait tenir sa classe. Après le journal du soir, on quittait, on allait dans les cafés, on allait dans les boîtes de nuit. M. Bandolo travaillait, restait en boîte de nuit et travaillait jusqu'à 2h du matin. Il repartait, les papiers étaient déjà rédigés, les commentaires, les analyses. Et parfois, nous quittions la boîte de nuit, on allait directement au journal. C'était un bon vivant. Et il assumait tous ses faits et gestes. Bandolo n'était pas celui qui va dans le boisseau faire ceci et puis rentrer et oublier. Mais non. Il avait des relations suivies et poussées. Je dirais même jusqu'au bouddhisme. Il avait un tel rapport à son métier et aux hommes qui étaient particuliers. C'était un rapport d'autorité. C'était l'homme qui avait beaucoup d'ascendant sur
tous les gens de sa génération, y compris donc des gens comme Abel Mbege, qui était arrivé à la radio quasiment au même moment que lui, qui était un frère. Il l'accompagnait dans, j'allais dire, toutes les virées, entre guillemets, parce que c'était un bon vivant, par ailleurs, Henri Bandolo. Et lui-même, d'ailleurs, peu avant sa mort, va me confier que voilà ce que ça me coûte 20 ans de cigarettes et de vie un peu échevelée. Donc, c'était cela. Il savait faire la distinction entre les hommes avec lesquels il pouvait s'amuser, avoir toutes les blagues, tous les moments de légèreté, parce que après tout, il est parti relativement tôt, hein, il n'avait que 54 ans quand il nous quitte, et il nous quitte après quasiment 30 ans de métier, parce qu'il avait commencé très tôt. Donc, il savait faire la distinction entre l'amitié et l'autorité dont il devait faire preuve dans l'exercice du métier et dans la gestion des hommes. Nul doute que la jeunesse pourrait s'inspirer de ce parcours qui fournit quelques clés pour réussir. C'est quelqu'un qui était animé d'une saine ambition de marquer son couloir, de marquer la profession. Et comme il était servi par une voie exceptionnelle, à force de volonté, à force de travail, à force de rigueur, et surtout à force d'abnégation, parce que c'est quelqu'un, comme je disais, là, il travaillait pour le parti. Jamais il ne s'est affiché, jamais il n'a rien réclamé. Donc, à force d'abnégation, c'est quelqu'un qui a réussi à atteindre les cimes. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se dire, qui que je sois, où que je sois, à force de travail, de volonté, d'abnégation, je peux arriver au sommet. Il est important que la jeune génération s'inspire de ce que les anciens ont fait, la manière de travailler, même s'il y a des nouvelles technologies et tout. Moi, je pense que la base du journalisme reste la même. Bandolo était plus qu'un orfèvre, mais il était aussi un orfèvre dans sa main. Dans le paysage médiatique national, il n'était pas que orfèvre, il était un guide. Aimez-le, appréciez-le, mais reconnaissez qu'il est distingué et qu'il se distingue. Alors, si on devait résumer ça, moi qui suis orfèvre en la matière de phraséologie, et je dirais pas l'orfèvre appliqué, parce que il le faisait avec une aisance incroyable. Je dirais la plume et le verbe dans l'excellence. Victor Hugo disait que j'aimerais être Chateaubriand ou rien. Je me disais élève en journalisme, mais j'aimerais être Bandolo ou rien. C'est dire à quel point il m'a façonné. Et d'ailleurs, quand il va nous quitter, je crois que nous sommes en juillet 1997, je fais un article dont le titre est « Le journaliste auquel je voulais ressembler ». Donc, j'ai toujours marché sur les brisées de Henri Bandolo, sans avoir nécessairement ses qualités, mais en me disant que je vais le suivre comme on suit une asymptote. Peut-être que je ne vais pas y arriver, mais je vais m'en rapprocher parce qu'il avait tous les atouts pour être exceptionnel. Il avait une voix, il avait une prestance, il avait une culture. Tout cela faisait qu'il y avait à la fois de la matière et l'emballage de cette matière qui faisait de lui un journaliste exceptionnel. Donc nous allons toujours nous battre pour lui ressembler. Nous n'allons probablement pas y arriver, parce qu'encore une fois, il était exceptionnel. Mais si nous nous en rapprochons, ce serait déjà une très grande victoire. L'histoire professionnelle et même personnelle d'Henri Bandolo est celle d'un passionné bourré de talent qui, par sa voix et sa plume, a tracé la voie à bien de générations de professionnels. Ne
babodobé, babadobododé. Chant, babodobé do oui, badadodo, 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 badadodo,